tous, je suis Fernanda et bienvenue à ma chaîne. Si vous ne savez pas trop bien qui je suis, regardez cette courte vidéo de présentation. Et donc aujourd'hui, je vais commencer à parler un peu de certains aspects de la médecine. Je fais ça spécialement pour mes internes. Donc voilà, si vous êtes un des internes qui a déjà passé ou qui passe actuellement dans les services des urgences dans l'hôpital où je travaille, voilà, cette vidéo est faite pour vous, pour essayer de vous aider un petit peu avec voilà, ce que j'ai pu apprendre, comprendre, voir aussi les difficultés des internes. Et bon, c'est aussi pour tous les autres médecins ou étudiantes de médecine que souhaiteraient avoir un peu d'aide par rapport à certains sujets. S'il y a des sujets que vous voulez savoir un peu plus, que vous avez des doutes, que c'est un peu compliqué, difficile à comprendre, écrivez en bas dans les commentaires et comme ça je peux essayer de faire une vidéo sur ces sujets-là, d'accord? Donc après la vignette, on va commencer à parler aujourd'hui des 10 points clés en gériatrie pour tous les médecins. On y va! Bon voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo sur ces 10 points clés parce que je vois que on voit des personnes âgées de plus en plus dans notre métier, peu importe en quelle spécialité nous travaillons. Et je pense que c'est important pour tous les médecins, donc généralistes, urgentistes, n'importe quelle spécialité, de savoir gérer mieux les patients âgés. Donc on va commencer déjà par la première chose. Ne jamais prendre de décisions médicales basées seulement sur l'âge du patient. Ça c'est important, aux urgences on voit ça souvent, on ne va pas tout simplement décider la prise en charge médicale basée seulement sur l'âge du patient. Je pense que vous avez déjà vu des situations où par exemple on a une personne de 78 ans qui est dans une situation clinique plus délicate, plus fragile que celui d'un patient, par exemple, qui peut avoir 92 ans et être autonome, sans trouble cognitif et qui fait ses activités quotidiennes sans avoir besoin d'aide. Donc vous voyez, ce n'est pas l'âge qui va nous faire prendre la décision médicale pour ces patients-là. Deuxième point, la fonctionnalité de la personne âgée doit être réévaluée à chaque consultation. Là, bon, ça ne va pas rentrer trop dans l'aspect de consultation aux urgences, mais par exemple pour les médecins généralistes, aux urgences on fera donc les points sur la fonctionnalité de cette personne, mais basé seulement sur ces moments dans les temps qu'on le voit. Mais pour les autres spécialistes, c'est vrai qu'à chaque consultation, c'est une chose importante de voir cette fonctionnalité. Fonctionnalité, mais c'est quoi ça Fernanda, fonctionnalité? En fait, c'est de voir comment est-ce que cette personne arrive à se gérer elle-même. Comment est-ce qu'elle arrive quand même à prendre soin d'elle-même, si elle est autonome ou pas, si elle a besoin d'aide. Et par exemple, d'une consultation à l'autre, si on voit qu'effectivement on a eu une bonne différence par rapport à ça, c'est quelque chose pour nous faire, voilà, faire un déclic et peut-être demander une évaluation gériatrique plus spécialisée pour ces patients-là. Pour mesurer cette fonctionnalité, on a quand même plusieurs échelles, hein. On a presque plus de 60 échelles qui ont été déjà discutées dans des articles scientifiques. Celle qu'on connaît plus, c'est la Frailty Scale. Et il y a aussi un recours mnémonique Frail, c'est Frail pour fragilité en anglais, qui peut nous aider par rapport à cette évaluation. Si vous voulez savoir plus à ce sujet, je peux faire une vidéo que sur ça. Je pense que je le ferai. Donc de toute façon, écrivez si vous êtes intéressé, comme ça je sais que voilà, ça vaut la peine de faire une vidéo au sujet de cette échelle de fragilité pour les personnes âgées. Troisième point, les maladies sont multifactorielles, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs étiologies pour un même symptôme. Et ça, c'est de plus en plus vrai avec l'âge. C'est vrai qu'on peut avoir par exemple de vertiges. Oh là là, les vertiges. C'est compliqué hein, quand on a cette plante aux urgences ou en cabinet. C'est très compliqué de savoir exactement par rapport aux symptômes, bien définir si c'est quelque chose d'origine cardiaque par exemple, ou plutôt d'origine cérébrale, centrale ou périphérique. C'est très compliqué.
Donc effectivement, vous voyez là, c'est un petit exemple, on a plusieurs étiologies pour un même symptôme. Donc on ne peut pas tout simplement trancher quelque chose, ah voilà, il y a un symptôme, c'est certainement ça. Non, chez la personne âgée, il faut considérer plusieurs étiologies, une hypotension orthostatique, voilà, il y a plusieurs étiologies pour un même symptôme. Et en parlant de ça, on passe déjà au quatrième point clé, qui c'est attention à la cascade de prescription. C'est-à-dire que si on a un symptôme, il faut aussi faire attention si ce symptôme n'est pas secondaire à un médicament récemment introduit. Ça, c'est très important, spécialement pour la personne âgée, parce que des fois, on est en train de traiter un symptôme qui est en effet secondaire d'un médicament. Et pour ces groupes de patients, il faut toujours penser qu'un nouveau symptôme, il est considéré effet secondaire d'un médicament jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est très important d'évaluer si ces symptômes n'est pas lié à l'introduction ou changement de dose récente d'un nouveau médicament. Attention à ça. Pour vous aider un peu avec ça, il y a sur Medscape, c'est une base de données très intéressante qu'on a maintenant en langue française. Sur cette base, on a un Drug Interaction Checker, comme un petit logiciel où on peut noter les médicaments et voir s'il y a une interaction ou pas. Je laisserai quelques images là pendant que je parle sur notre vidéo pour que vous puissiez voir cet outil de Medscape. Un autre point très important pour cette population, c'est que les symptômes seront atypiques. Donc effectivement, on ne va pas trouver les symptômes comme on voit dans les livres pendant nos études de médecine. C'est vrai que plus on a de comorbidités et plus on a de médicaments et interactions entre les médicaments, plus on aura des symptômes atypiques. Donc il faut faire attention à ça. Prochain point clé, on ne va pas attribuer une maladie exclusivement à l'âge, d'accord? Donc par exemple, on ne va pas, si on est en face d'un patient qui a de tremblements d'extrémité, dire tout simplement, ah mais voilà, c'est à cause de l'âge, il arrive à ses 85 ans, il a un peu de tremblement, bah c'est rien. Non, il faut quand même qu'on regarde un peu quel type de tremblement, depuis quand ça a commencé, etc. Donc vous voyez, on ne peut pas tout simplement dire ah voilà, la tension elle monte un peu parce que bon, c'est normal pour l'âge, de toute façon, plus on vieillit, on a la tension qui monte. Ça c'est vrai, par contre, il faut voir s'il n'y a pas de symptômes concomitants et si on n'a pas d'autres soucis de santé liés à ça. Bon, voilà, je pense que vous avez compris. On ne va pas tout simplement dire ça c'est rien parce que le patient est âgé. C'est plutôt ça. Il faut quand même faire attention. Regardez, si après une investigation, on voit qu'effectivement on n'a pas une étiologie, un autre souci associé à cette maladie ou symptômes nouveaux, donc là on peut dire d'accord, on n'a pas trouvé d'étiologie et on va considérer que ça peut être lié à la physiologie normale du vieillissement. D'accord ? Septième point, on ne traite pas que le patient, mais aussi sa famille. C'est très important. Des fois, on oublie un peu que derrière cette personne âgée, on a des enfants, petits-enfants, frères, sœurs, une épouse, un époux. Voilà, il faut toujours penser qu'il y a toute une famille liée à cette personne. Et que donc, si on a certaines décisions médicales à prendre, on ne va pas tout simplement considérer cette personne et oublier tout l'entourage, d'accord ? Donc là, par exemple, c'est important pendant les consultations qu'on a, que ce soit en médecine générale ou cardiologie ou n'importe quelle spécialité, de discuter, par exemple, les directives anticipées. Est-ce que cette personne, par rapport à sa maladie chronique progressive, elle a déjà réfléchi à ses souhaits? Est-ce qu'elle a déjà discuté avec ses proches de ses souhaits à elle? Parce que c'est important aussi de discuter avec son entourage, parce que sinon, on va se trouver, des fois, dans une situation très critique où la personne, elle a un souhait, mais elle n'a jamais exprimé ses souhaits à son épouse, à son époux, à ses enfants. Et là, on a vraiment une difficulté pour faire que cette progression de maladie se passe d'une façon plus paisible. Vous voyez? Pour ça, c'est important aussi de discuter avec les patients ses buts de vie et ses buts de soins. En anglais, ils vont dire goals of life and goals of care. Donc, c'est très important de voir qu'est-ce que la personne pense par rapport
à cette progression de maladie, qu'est-ce qu'elle souhaite pour elle-même, s'il y a en planning quelque chose elle a déjà pensé, réfléchi, qu'elle désire de faire dans sa vie, si la maladie peut vraiment l'empêcher ou bon causer quelques difficultés, mais que c'est quand même un but à atteindre, et aussi par rapport à ses soins. C'est très important. De fois, je vois de situations où il y a de médecins, plus de spécialistes, mais voilà, qui quand les patients disent non, je ne souhaite pas par exemple une colostomie ou une chimiothérapie par exemple, parce qu'il a compris que quand même sa qualité de vie va se dégrader d'une façon très rapide, on ne peut pas tout simplement dire ah mais voilà, donc débrouillez-vous messieurs. Bah non, on peut l'accompagner avec ces symptômes qui vont apparaître et devenir de plus en plus compliqués et graves, et essayer de le soulager de toute façon. Vous voyez? Donc on sait qu'on ne va pas le guérir, mais on rentre dans les cadres d'un soin palliatif, par exemple, pour essayer de l'aider à passer par cette situation qui, oui, il a choisi de faire comme ça, mais voilà, c'est quand même sa vie, son corps. Et tant qu'il a compris les risques et les bénéfices, s'il a fait une décision basée sur ça, il faut qu'on le respecte. Il faut qu'on l'accompagne dans ses parcours de soins choisis. Pour ça, je fais une petite parenthèse, il y a aussi les soins de support. Moi, j'aime bien parler de ça, j'ai déjà fait plusieurs cours à ce sujet. Si c'est une chose qui vous intéresse, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires ici en bas. Comme ça, je sais que ça intéresse, qu'il y a un groupe intéressé par ces sujets, et je peux faire des vidéos qui parlent de soins de support aussi. Ça m'intéresse beaucoup et ça me fera plaisir. En parlant de ces parcours de soins, donc les prochains points clés, c'est vraiment de discuter la progression de la maladie, ce que va se passer pendant l'hospitalisation, pendant les soins, pendant les traitements. C'est très important d'essayer de montrer jusqu'à où on va à ces patients, parce que comme ça, il pourra vraiment avoir tous les éléments pour faire un choix par rapport à sa santé. Et si on voit qu'effectivement ces patients ne peuvent pas se prononcer par rapport à ces soins, on va dire une personne âgée qui a de troubles cognitifs ou une personne qui est déjà dans un état d'inconscience où il ne peut pas répondre par lui-même, c'est important quand même de discuter avec la famille par rapport par exemple à un LATA, une limitation de soins. Mais, et ça c'est très important, on ne demande pas à la famille de décider ce qu'on va faire avec les patients. Non, on informe la famille d'une décision médicale basée sur plusieurs aspects cliniques qu'une décision donc collégiale, parce que normalement la limitation de soins doit être faite avec plusieurs spécialistes. Donc on informe à la famille que basé sur tous ces éléments, on a eu les spécialistes qui ont discuté entre eux et qui ont décidé qu'à ces moments, dans cette situation, on ne fera pas ça, ça et ça. Vous voyez, ce n'est pas vraiment dire alors madame, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse avec votre mari? Est-ce qu'on va vraiment entuber ou pas? Bah écoutez, non, elle n'est pas médecin, elle ne peut pas vous dire, et bah, c'est quand même très cruel presque de dire alors madame, est-ce qu'on entube votre mari ou pas? Donc non, ce n'est pas à elle de décider, ça c'est une décision médicale. Ce qu'on peut faire, c'est d'informer basé sur plusieurs éléments, et plus on est honnête et plus on explique les éléments, plus cette personne va comprendre qu'effectivement on arrive à une situation limite, et ça l'aide quand même à comprendre et digérer tout ce qui se passe. Donc c'est très important, cette communication elle est très importante. Et si vous avez des difficultés avec ça, et je vois quand même que ça arrive souvent, je vois par rapport aux externes, aux internes, des fois on n'apprend pas ça à la fac. Si vous voulez que je parle un peu plus à ces sujets, comment parler, comment
donner des diagnostics difficiles ou par exemple des annonces difficiles, vous pouvez l'écrire aussi dans les commentaires et je peux essayer de faire de vidéos aussi à ce sujet. On arrive presque à la fin, là on est au 9e point et là c'est vraiment de se souvenir qu'on va prendre soin du patient qui est devant vous, basé sur nos connaissances médicales, mais aussi basé sur ses souhaits et ses objectifs. Donc ça prend un peu tous les derniers points qu'on vient de discuter pour vraiment faire un projet de soins pour ces patients. Vous voyez, quelque chose de plus individualisé. C'est vrai qu'aux urgences, c'est beaucoup plus difficile de mettre ça en place, mais en tout cas, il faut qu'on essaye de penser que voilà, il y a une personne devant nous qui a quand même ses souhaits, ses désirs. Et des fois, on a du mal à comprendre ce que les patients ils souhaitent. Quand on est en consultation en médecine générale, par exemple, des fois, les patients, il va arriver, il va nous dire j'ai une douleur, par exemple, lombaire, qui est incapacitante et que voilà, je n'arrive pas à aller au travail. Tout de suite, on va penser ah mais voilà, c'est parce qu'il veut un arrêt de travail. Bah, non, attendez. Donc, ça vous empêche de travailler, oui. Et qu'est-ce que ça vous fait ressentir à ce sujet? Bah, je me sens totalement incapable. Moi, je suis un père de famille, j'ai besoin de mon travail, j'ai besoin de mon argent pour ma famille, pour mes enfants. J'ai quand même de rêves de voir mes enfants être diplômés en fac, par exemple. Là, si je mets un arrêt maladie, ça va causer toute une situation compliquée avec mon employeur. J'ai une douleur qui est quand même difficile à gérer. Après, ce n'est pas la douleur qui me dérange, c'est plutôt cette situation dégradante de me sentir incapable, de voir que par exemple devant mes collègues, je n'arrive pas à prendre un poids et des gens plus âgés que moi arrivent à le faire sans souci. Vous voyez, on passe d'une question qui avant on pensait que c'était qu'un simple arrêt de travail, qui ne passe même pas par la question de la douleur, mais d'une sensation psychologique d'incapacité. Vous voyez, des fois on loupe un peu les vrais souhaits du patient. Des fois il vient nous chercher, pas vraiment pour un thérapeutique, pour qu'on donne quelque chose pour calmer la douleur, mais pour un diagnostic. Des fois on voit qu'il y a des gens qui sont tellement angoissés parce qu'elles n'ont pas encore un diagnostic vraiment établi. Et qu'on cherche, on fait des examens, on va par là et par là, on donne des médicaments, et elle dit mais non, écoutez-moi, entendez ce que je veux. Je ne veux pas vraiment de médicaments pour ça, je veux tout simplement savoir ce que j'ai. Parce que c'est très difficile de dire à mon employeur, je ne viens pas parce que, je ne sais pas, j'ai quelque chose que me fait ces symptômes, mais il n'y a pas un nom à donner. C'est très compliqué à gérer. Donc, des fois, c'est vrai qu'on loupe un peu ce que le patient souhaite vraiment. Et c'est pour ça qu'il est 9e point, c'est vraiment de d'accord, on va prendre soin avec nos connaissances au niveau médical, mais il faut aussi comprendre ce que les patients souhaitent, ce que les patients ont comme but en fait. Et à partir de là, faire un parcours de soins en conjoint avec lui. Et le dernier point, c'est par rapport au traitement. Donc deux fois, c'est vrai qu'on a un peu peur, on va doucement avec les médicaments, on pense ah bon voilà, je ne vais pas commencer avec une dose trop haute, on commence tout petit, on monte doucement pour la tolérance, etc. D'accord, c'est très bien, mais il y a une chose à toujours réfléchir, que c'est start slow, go slow, but go. Donc, on commence doucement, d'accord, on continue doucement, très bien, mais on continue quand même. On ne peut pas non plus passer à côté d'un sous-dosage de médicaments, parce que si on est en sous-dosage, on n'est pas vraiment en train de traiter comme il faut. Et ça à cause de la peur de passer à un surdosage. Donc voilà, il faut se méfier des deux, d'accord? Mais il ne faut pas penser que les sous-dosages est mieux que les surdosages. De toute façon, ce n'est pas la bonne dosage. Donc il faut quand même faire attention à ça.
Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez de like, comme ça je sais que c'est quelque chose d'intéressant et que ça vous aide dans votre pratique, j'espère bien. Et laissez-moi vos commentaires pour donner de suggestions par rapport aux prochaines vidéos. Qu'est-ce que je peux parler, c'est que vous intéresse plus, quel type de thématique peut vous aider dans votre pratique médicale. J'ai laissé en bas de cette vidéo un fichier PDF, comme ça vous pouvez les télécharger et vous auriez la fiche de résumé avec les 10 points clés en gériatrie pour tous les médecins. Voilà, j'espère que vous aimez bien ces petits cadeaux. Prenez bien soin de vous, on se voit dans la prochaine vidéo, à bientôt!